Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sur la rubrique Voyons voir, on a une petite pépite quand même. Hein. Bastien, tu es le propriétaire de la voiture. C'est moi-même. Voilà, bien le bonjour à lui, il vous dit bonjour à vous. RX8, phase 2 ou phase 1? C'est une phase 1. C'est une phase 1, alors c'est tiré déjà d'un concept car qui a été présenté au Salon de Tokyo en 1999. Ou sinon, le modèle est commercialisé à partir de 2003 et franchement, pour dire que 2003 quand même. Tu vois, les lignes, les formes, on va faire le tour de la voiture. C'est vraiment un concept assez différent des autres bagnoles parce qu'en fait c'est une coupée 4 portes. Et ça c'est plutôt rare et assez révolutionnaire, hein, surtout en 2003. Alors on va déjà noter pour l'avant, le design de l'avant est franchement posé au sol en fait, on va dire. Parce que déjà les ailes sont ultra larges, le capot est très bas et descend très bas aussi. On a, allez, entre le bout du nez et puis le sol, on n'a même pas 50 cm. C'est un peu un nez de Formule 1 quoi. Et ça c'est cool. Ou sinon, le concept de la voiture c'est d'avoir, déjà comme je vous l'ai dit, hein, un style coupé, 4 portes. On verra que les 2 portes sont très étranges à l'arrière. Mais sinon nous avons un long capot. Et ce long capot, on peut voir qu'il est pas mal nervuré. Et ça reprend justement parce que là-dessous, c'est un moteur rotatif et la RX8 dans sa globalité c'est la dernière à avoir ces moteurs là et on peut voir qu'il y a plusieurs rappels du style, comment ça s'appelle Du rotor. Le rotor, tout simplement, le rotor en forme de triangle. Et donc on peut voir qu'il y a plusieurs rappels ici, rotor, là au pare-choc, rotor. Voilà. On verra aussi sur d'autres endroits, mais il y a plusieurs rappels de cette forme là de ce moteur. Parce que voilà, c'est la dernière, il faut marquer le coup. Un moteur, on va voir dans la partie conduite, c'est vachement fun, mais vachement coûteux en cas de réparation. Et il faut faire un entretien assez rigoureux là-dessus, hein, n'est-ce pas Il le faut, il le faut. Il le faut, voilà. On a des ailes, mais vachement élargies. On peut voir que là, on a un reflet très important entre l'aile qui rejoint la planité du capot et l'arche de roue qui est vachement très élargie par rapport au capot. On peut voir que ça donne vraiment un bombage du muscle à la voiture. C'est assez impressionnant. Puis vu comme je vous l'ai dit, toute cette face là, la zone A est très abaissée. Ce qui fait que quand on prend un peu de recul, assis-toi juste comme ça, on dirait pas une supercar carrément, approximatif. Mais franchement, c'est un peu la gueule. Alors, elle n'est pas haute du tout, hein. Elle fait 1m34 ou 36 de haut, ce qui est relativement bas. Le profil, je trouve qu'il est plutôt intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, long capot, pare-brise plutôt incliné. Et on a une légère descente sans trop descendre parce qu'on verra que c'est une 4 places et il faut avoir de l'espace à la tête. Donc on reste un peu sur de la planité jusque là, jusqu'au montant C. Et là on vient redescendre avec cette lunette arrière qui forme une bulle, une semi-bulle on va dire, plutôt très intéressante. On a, je pense, une visibilité à l'intérieur qui est plutôt pas dégueu quand on veut reculer. C'est vraiment un effet concept car. Après, ces portes là, très fine, on verra que l'ouverture n'est pas commun, on va dire, mais ces vitres là, voilà, on verra à l'intérieur, mais c'est un peu un truc de prison quoi, parce qu'on se sent un peu engoncé à l'arrière. Tu vois, par exemple, on a une grosse partie de carrosserie, ce qui fait que bon, ils auraient pu prolonger un peu la vitre un peu plus loin jusqu'à la découpe de la portière, mais ce qui donne un montant C
assez imposant, ce qui solidifie visuellement la voiture, ce qui la rend plus costaud. Je ne sais pas si là, sur les pare-chocs, c'est une finition spéciale, je ne sais pas. C'est une finition spéciale, c'est le pack aéro de l'époque, si je ne m'abuse, d'accord. qui a été vendu lors de l'achat du véhicule. Et il me semble que ce pack complet comprenait une lame à l'avant, Ouais. les bas de caisse et un aileron arrière. Ah, c'est pas mal. Parce que là, on peut voir qu'il y a un rajout de jupe latérale assez prononcé qui finit un peu en aileron de requin, ce qui pose encore plus la voiture au sol, ce qui la rabaisse un peu plus en même temps, parce que là, on peut voir que visuellement, l'œil, quand on se lève comme ça, l'œil voit qu'il y a ça de hauteur entre là. Et là, vu qu'on a cette jupe, ça abaisse encore plus. Ça la pose beaucoup plus au sol. Là, les grilles d'aération, je ne sais pas si c'est du factice. Mais Normalement, ce n'en est pas. Je ouais. n'ai pas vérifié par moi-même. Attends, je fous ma tête là-dedans comme ça là. Ça n'en est pas une. Bon, bah c'est pas grave. Hein. En tout cas, c'est là et ça rajoute plutôt un style plutôt sympathique. Ça rajoute aussi un élément en plus pour éviter une zone morte ici. Voilà, on a une petite ligne de style qui parcourt tout le long de la caisse et qui rejoint ce petit bombage. Alors beaucoup plus fin qu'à l'avant, mais en tout cas, ça rajoute un peu plus de muscle à l'arrière. Parce que l'arrière, visuellement, fait beaucoup plus large que l'avant, mis à part le rajout d'aile qui fait qu'elle est très posée. Mais en tout cas, ça rend vraiment bien. Un arrière qui est plutôt assez surélevé, avec des feux. Alors, j'aime bien. Alors, les feux, c'est des feux japonais, hein, tu vois, c'est très sensiblement dessiné, c'est assez élégant. Voilà. Mais l'intérieur des blocs optiques, eh ben, c'est plutôt bien taffé, c'est assez aérien. Voilà, on a deux baguettes, on va dire peint gris argenté. C'est plutôt pas mal. Voilà, avec les ronds là. De toute façon, les japonaises aiment bien quand c'est des ronds, un peu comme les R34 et compagnie, tu vois. Bon, ça rajoute un petit style quand même. Et là, nous avons le pare-choc avec aussi, une nouvelle fois, un rappel de la forme rotor du moteur. On a deux pots d'échappement assez badass. Je sais pas si c'est d'origine les pots d'échappement. Non, là c'est une ligne de chez Drift Shop, donc avec le 4-back. D'accord. Parce que d'origine, c'est plus ou moins... Il me semble que c'est un petit peu plus fin. Le pare-choc qui est plutôt assez bien travaillé. Alors on a des grilles, hein, mais elles ne sont pas creusées. Et voilà, elles sont pleines. Mais on a quand même un dessin plutôt sympathique. Ça donne de l'ombrage. Il y a quand même pas mal de structure. Voilà, c'est plutôt bien taffé. Tout ça. Tu me dis que c'était une couleur assez rare hein, sur les risques. On n'en voit pas souvent. Il me semble que le nom de cette couleur c'est le Waning Blue. Mais franchement, alors c'est une couleur qui est apparue sur la phase 1 du coup. C'est ça. Et t'imagines pour 2002 avoir ce type de couleur, ils ont fait vraiment du bon taf. Hein. Parce que parfois on voit vraiment des voitures des années 2000 avec des couleurs bleues, tu vois, pas pailletées, fades. Voilà, là c'est pas fade, là c'est... Putain, avec les reflets du soleil, avec les formes et tout là qui se dessinent, c'est franchement agréable. On a un petit rappel aussi des dessins dans les blocs feux, pareil qu'à l'arrière, voilà, avec ce dessin qui remonte légèrement vers l'aile, très finement dessiné, franchement plutôt assez élégant, puis avec voilà, un dessin, on a des rappels de stries, on va dire, qui rejoint la lentille, c'est plutôt bien foutu. Elle en impose pas, mais elle a de la prestance quand même. Tu vois le truc? Oh, alors je sais pas si c'est... si t'as enlevé les grilles là, je viens de remarquer. Il n'y a pas un cache en plastique là avant d'arriver au radiateur? Malheureusement, il n'y a pas de cache, c'est complètement c'est comme aéré comme ça? Oui. Ah ouais, c'est fou ça. Et d'origine. Et justement, pour les protéger, on peut fixer une grille par l'intérieur du pare-choc. Ah ouais. Ce que je compte sûrement faire parce que Parce que là, tu te prends un moineau dedans. Moineau, bon, je pense plus les projections de cailloux. Et les projections de cailloux, ouais, c'est vrai que c'est un point que je viens de remarquer. Et oui, c'est étrange. Les radiateurs d'huile sont à nu. Faut pas avoir peur, hein, putain. On va passer à l'intérieur et l'intérieur aussi peut surprendre, surtout pour l'accès à bord. Allez, c'est parti. Alors, on va monter à bord de cette RX8. Le fail. Ça arrive, hein, ça arrive, vous inquiétez pas. Voilà. Dommage. Ils auraient pu faire une voiture sans montant pour les ouvertures, juste avec la vitre. Ça aurait été cool quand même. Bienvenue à bord.
avant d'y grimper, alors déjà on a le seuil de coffre signé Eric Suite, ce qui est plutôt très sympathique en arrivant. Ou sinon nous avons des sièges, alors c'est des sièges typés confort, hein, je pense, c'est ça? Oui, Ouais, c'est pas des les sièges, sièges basiques de la RX 8. Parce que Il y a sinon- juste eu sur la version R3 où ils ont mis des sièges Recaro, Ça c'est beau. donc baquet. C'est du faux cuir, ou alors du faux cuir, mais à mon avis à cette époque on s'en foutait du faux cuir, on mettait du vrai animal, désolé. Je ne sais pas si les côtés latérales sont en full cuir. Parce qu'il y a un motif différent, ça c'est sûr, mais si c'est la même matière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Regarde, même la partie centrale avec ce motif-là, dessiné comme ça. Franchement, le dessin il est simple. La forme est simple, mais plutôt efficace. On a des maintiens d'épaule, maintien latéral pour les côtés, maintien pour les fesses, les cuisses, mais c'est vachement bien fait. On a aussi un petit rappel, encore une fois, du type de moteur de la voiture, donc en forme de triangle, ce qui est pas mal. Alors, bizarrement, je suis pas installé si bas que ça. Tu vois, je m'attendais à vraiment... Waouh! Putain, je suis à ras du sol, je peux toucher ma main, quoi. Non, là, franchement, c'est pas non plus haut, on n'est pas dans un 4x4, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à plus que ça. Le tableau de bord. Alors, qu'est-ce que je peux dire du tableau de bord? On est chez Mazda, ça reste du classique, voilà. On a tout ce qui est l'informatation, enfin, tout ce qui est radio et compagnie. On n'a pas l'écran GPS. Hein. Non, c'était une option de une l'époque et il me semble que sur le pack performance, donc les 231 chevaux. Mais voilà, on a une petite instrumentation pour le type de radio, l'heure et compagnie. Mais c'est vrai que ça fait vraiment triste tout ça. Voilà, tu vois. Peut-être rajouter un rangement ici en cuir, tu vois, très joli. Voilà, on a une petite enceinte ici, mais sans plus. Là, la console centrale n'est pas vraiment très fun non plus. Voilà, on est sur une japonaise, on reste sur du plastique basique. Là, légèrement moussé, et tellement légèrement moussé que ça finit par craquer parce que... Alors ça, c'est la maladie des RX8, c'est que Ouais. à cause de la chaleur des écarts de température, tout le plastique mou Ouais, c'est tellement rigide que tu vois, ça finit par craquer. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais après, ou sinon, le poste de conduite, là, quand je suis en face, t'as vraiment les sensations de Nissan GT-R, de Porsche. Enfin, tu vois, le gros compteur de tours par minute au centre. Et alors, nous n'avons pas la vitesse. Voilà, on va... Hop. Ça, c'est clair en blanc, très moderne pour l'époque en tout cas. Mais voilà, nous avons que la vitesse analogiquement placée et un compteur qui monte jusqu'à 7500 tours, qui peut monter plus haut avec les versions 231 chevaux. Oui, les versions 231 chevaux montent jusqu'à 9500 tours minute. Voilà. Et plus si l'on veut. 9500 tours minute quand même. Mais voilà, le volant se présente comme ça. On est sur un cerceau parfaitement rond, ce qui est un peu ennuyant. On aurait bien aimé un petit méplat comme ça, par-ci par-là. Mais voilà, la qualité, bon, on est quand même sur du cuir, ça va. Des surpiqûres tout à fait normales, il n'y a pas de folie là-dessus. Et voilà, après le reste, plastique, on a quelques boutons ici. Mais ça va, il se tient bien en main. Ça va. Le cerceau est à peine trop fin, j'aurais mieux aimé un peu plus d'épaisseur. Après, sinon, tout aussi au niveau de la console centrale, au niveau de la boîte de vitesse, on a une très petite boîte de vitesse, vraiment pas haute, avec un petit capuchon, encore une fois le rappel du moteur rotor. Donc voilà, serti d'aluminium, avec le petit lettrage des vitesses. C'est très mignon, c'est très minimaliste en fait ça. Puis, le débattement est plutôt court. Mais bon, ça on verra la partie conduite. Après voilà, on a le bon vieux frein à main qui a son indépendance. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bizarre ce rajout de ça, tu vois. Pourquoi ils ont mis ça? C'est pour le côté sportif. Ouais, mais pourquoi pas juste la baguette comme ça là? Tu vois, les japonaises, ils font tout différemment. Mais c'est ça qui est beau, ça a son charme et c'est unique. Voilà. Les sièges chauffants sont ici. Très mal placés à mon goût. Ils auraient plutôt mis voilà, quelque part par là ou alors dans les contreportes ou ici tout simplement. Mais bon, ils sont là. C'est pour, je pense, combler un peu le vide parce que sinon ça ferait un peu trop. Ah, ça se coulisse ça. Et voilà, petit range gobelet. Voilà, ça se lève pas. Hein. Donc en fait, pour
pour les différentes positions de conduite, c'est au niveau du coude, t'as pas 36 000 solutions, c'est comme ça ou rien. Là, tu vois ce petit cercle en chrome. Oui, en chrome, c'est ça. Ça fait un rond. Je pense qu'ils auraient plutôt mieux fait de mettre le triangle. Un rappel du triangle. Ça aurait été beau quand même. Bon, ça là, aurait peut-être fait un petit peu trop de triangle. un peu trop, oui, bon, on n'est pas à ça près. Hein. Il y a un côté positif, on passe à l'arrière, mais aussi un côté négatif. C'est que on a quand même un coupé avec 2 portes supplémentaires. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que tu ne peux pas l'ouvrir tant que la porte avant n'est pas ouverte. C'est impossible. Donc tu dois ouvrir la porte avant. Donc si jamais tu veux ramener des copains et tout, bah en fait tu es obligé de sortir du véhicule. Tu es obligé. Et là on a une petite poignée. Et là, magie. Alors très bien, là vous allez me dire, oh super, il a ouvert une porte, c'est bien. Non, c'est pas qu'une porte, c'est une porte avec le montant intégré. Il n'y a pas de montant. Tu peux accéder facilement à l'arrière de la RX8. Ça. Voilà. Donc là, on peut voir que la config est assez exceptionnelle quand même, parce que là, tu as l'habitude de voir un gros poteau ici. Non, c'est libre. Ou sinon, au niveau des places arrière, eh ben, on est plutôt bien installé. Alors, tu as réglé à ta taille. Oui. Tu fais 1 mètre combien? 1m78. Donc, c'est pas petit non plus. Et on peut voir que avec mes 1m65 par contre, eh ben, j'ai encore 4-5 cm d'espace au genou. Et le truc intelligent, c'est que là, ils ont mis du cuir au niveau du dossier. C'est-à-dire que si tu es un peu trop grand, genre tu fais 1m80, tu touches, mais ça te fait pas mal. Parce que ce n'est pas une coque en plastique comme tout autour. Donc ça, c'est le coin positif. Après, bon, le petit côté dommage, c'est qu'on n'a pas de filet. Il n'y a pas de rangement à l'arrière. Bon, ça, on ne peut pas tout avoir. Après, ce que j'adore aussi, c'est ça rend le côté premium du truc. C'est que la console centrale se poursuit, reste à la même hauteur tout le long jusqu'à nous. Et donc, c'est-à-dire que ça nous donne des rangements plutôt sympathiques. On a des ranges gobelets. Là, ah non, on n'a rien, c'est juste le rail. Dommage, ils auraient pu mettre un rangement supplémentaire ici. Et là, nous avons un autre rangement portable ou compagnie. Mais c'est vrai que ça, en fait, c'est une Street 4 places. Voilà. Mais au moins, c'est bien défini. On a notre propre cocon. S'il fait à peine sombre comme aujourd'hui, on ferme toutes les portes. Tu te sens un peu engoncé parce qu'on a une ceinture de caisse assez haute. Ouais, voilà, ceux qui ne se sentiront pas à l'aise ne seront pas les bienvenus à l'arrière. Mais au niveau de l'assise, j'ai l'impression qu'on a plus de moelleux à l'arrière qu'à l'avant, c'est bizarre. Ou alors c'est la même chose, je délire complètement. Mais au niveau du toit, eh ben, j'ai encore pas mal, ouais, 3-4 cm pareil. Mais il faut pas faire, faut pas faire 1m80 à mon avis. C'est pas très creusé. Et puis nous avons cette vue imprenable sur la vitre qui fait l'angle en même temps jusqu'au montant C. Donc on a pas mal de visibilité, pas mal de lumière qui viennent de l'arrière. Donc ça c'est... Attends, j'ai remarqué, regarde. Là j'ai rien. Là ils ont un filet. Pourquoi? Mazda, écrivez-moi. Pourquoi lui il a un filet et pas moi? Non, parce que imaginez, vous avez des gosses. Le mec il va pleurer. Mais maman, pourquoi j'ai pas de rangement? Je peux même pas poser mon téléphone. Non, tu fermes ta gueule, c'est ton frère qui a ça. Toi t'as rien. T'es puni. Voilà, après au niveau de l'arrière de la contreporte, on est sur de la matière. Oh putain, dommage. Là au niveau de l'accoudoir, on n'a pas du plastique moussé. Là, on l'a en haut, mais pas ici. Alors pourquoi? Là encore une fois, la logique Mazda, on a une matière plus noble que là, alors qu'on touche souvent. On pose notre coude, ça fait du bien quand c'est moussé. Mais bon, j'espère qu'on a... Oh non, s'il vous plaît. Oh non, pardon Mazda, merde. Regarde, pareil, hein. En fait c'est la même chose, on a du plastique moussé là et rien en bas. C'est bizarre de retrouver la poignée de maintien si bas au niveau de la contreporte, c'est incroyable. Option Bose, c'est chouette. De toute façon, dans une RX8 avec un moteur rotatif, pas la peine d'écouter de la musique. C'est ça qu'on va écouter, ce qu'il y a dessous le capot. Alors attention aussi, il faut prévenir, si vous voulez refermer la voiture, privilégiez celle-là, avant de fermer celle-là. Vous allez tout détruire sinon. Au niveau du côté du volant, vous avez d'accord. plusieurs petites options donc pour les feux si vous êtes chargé, la luminosité du volant. Ouais. Donc ça, c'est aussi une petite option qui est super sympa que je vais vous montrer,
que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est que voilà, donc là, les feux sont coupés. Mon compteur, il est en blanc. Et si j'active les feux, hop, on passe en rouge. Oh, génial! Et grâce à ça, c'est juste avec la petite molette. Si on la met au maximum en haut, le compteur, il repasse. Donc là, on entend un petit clic. Et si je redescends d'un cran, hop, on repasse en rouge. Tu sais, c'est un peu l'option chez les Peugeot GT, là, où tu mets le mode sport et tu as tous les compteurs qui viennent rouges. Oui. Ça me fait penser à ça. Voilà, et pour rouler de nuit, c'est quand même pas si mal. Pour le coffre, vous avez du coup la trappe du capot qui est juste là, ou le bouton du coffre. Oh, très mal situé. Oh, faut le trouver celui-là, hein, putain. Et là, normalement. Tadam. Alors, je vais vous mettre le litrage du coffre, mais il est pas. Non, il est pas super grand. Hein. Mais pour dire que c'est c'est un concept de coupé, voilà, ça va. Tu peux partir avec 2 bagages en week-end, entre amoureux, ça passe. Mais après, pour l'accessibilité, oh putain, les gars, merde. Regardez, bon, déjà, nous avons la vitre qui fait une courbe très intéressante, mais qui exploite vraiment la malle. Donc ça, c'est le petit point négatif. On a aussi le seuil de coffre qui est vraiment haut. Et voilà, on n'a que 40 cm de passage. Donc même une valise taille standard, tu vois, théoriquement, elle rentre dans le coffre. Mais c'est pour l'accès que ça va être compliqué. Parce que si la valise est un peu imposante, genre taille moyenne, on va dire, eh ben, ça peut être compliqué. Après, on a une large ouverture, ça c'est cool, parce qu'on a des charnières qui prennent pas beaucoup de place. Nous avons, alors ça c'est la plaque du moteur. Alors, même la plaque du moteur reprend le côté rotatif. Voilà, reprend le design sur le capot d'ailleurs. Avec et le nom surtout du rotatif, parce que c'est le 13B Renesis, ou le MSP. Et non pas Genesis. On a quand même une petite place, on a quand même de la profondeur. Je ne sais pas si en option on a une roue de secours. Très bonne question, ça je ne saurais pas dire. Donc voilà, on a un creusement au centre qui est plutôt conséquent. On peut ranger beaucoup de choses au final. Et là on a une petite pochette. Alors ça c'est des petites fioles pour le prémix. Donc ça c'est pour les connaisseurs du rotatif, il faut du prémix. Ouais. Donc ça c'est une huile à mettre dans le carburant au moment où on fait le plein pour lubrifier les internes du moteur, quoi, des rotors housing, quoi. Tu vois, comme quoi il pense à tout pour éviter que le moteur explose, quoi. C'est génial. Ouvre, ferme, très léger. Hein. Tac. Le moteur aussi. Gauche, droite, là. Aluminium, très léger, ça pèse même pas 10 kg en soulevant comme ça, quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que le capot est plutôt long, voilà. Nous n'avons pas de vérin. Non, il est juste là-haut. Ah oui, il y a une petite flèche en plus. Nous n'avons pas de vérin, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, le moteur rotatif, presque le dernier du nom. En tout cas celui-là, ce bloc-là. Je vous laisse admirer. Alors, plutôt central avant, j'ai l'impression. C'est ça, il est en central avant. Donc il est littéralement ici. Voire même si... Derrière l'essieu. Exactement, il est ici. Ok. Donc pour la répartition des poids, c'est plutôt pas dégueu. Nous avons une barre de maintien pour la rigidifier, la voiture. Et voilà, nous avons tout ce qui est l'air, la batterie et compagnie devant le moteur. Les caractéristiques, qu'est-ce que tu peux nous donner plus ? Alors ce que j'ai fait dessus, donc déjà j'ai installé un Kitson, donc qu'on peut voir là, parce que normalement ici, sur ce oui, donc là en et fait, même la plaque aussi. Voilà, alors en fait ça c'est un kit complet que j'ai eu chez Epitroche, donc c'est un fabricant aux USA qui fabrique du coup un Kitson complet, donc qui comprend toute cette plaque, les deux réservoirs, ainsi que tout le petit tuyau qui arrive au niveau de la mop, et on ne pourra pas la voir. Mais j'ai l'adaptateur Son. Et en fait, ce kit Son, il permet d'injecter de l'huile 2 temps à la place de l'huile 4 temps. Parce que normalement, on puise l'huile du carter moteur à injecter dans les rotors pour les refroidir et aussi les lubrifier. Cependant, l'huile 4 temps n'est pas faite pour brûler. Ouais. Alors du coup, on chante ce système d'injection d'huile et on met à la place de l'huile 2 temps, qui est faite pour brûler et pour lubrifier. Ce qui
on va dire, fiabilise le rotatif. Entre guillemets. Mais c'est surtout pour... on évite les dépôts de calamine dans les housings et les rotors. Ok, super. J'ai fait quoi d'autre dessus? Donc celle-ci, c'est une 192 chevaux. On m'a fait un rebuild. Donc je tiens à remercier Ucars, qui est situé dans le nord de la France, qui m'a fait le rebuild. Il m'a mis aussi des stationary gears de 231 chevaux, donc qui permet de mieux lubrifier l'excentrique et de prendre plus de tours minute. Et ensuite aussi, très important, de choses là. très important, on va pas les voir, mais voilà, les bobines d'allumage qu'on peut voir juste en dessous là, qui viennent aussi de chez RRP. Les bobines dites performance, parce que ce qui est le plus important sur le rotatif, c'est l'allumage. Voilà, donc j'ai déjà fait pas mal de choses pour le fiabiliser au maximum. Le fiabiliser, c'est important de le fiabiliser. La galère que c'est. Ah, c'est pas un HDI. Hein. C'est pas un berlingot à 400 000 km là, tout neuf encore. Hein. Là, c'est au bout de 100 000 km, tu peux croiser les doigts pour savoir s'il va te faire longtemps un peu. Mais putain, c'est beau, c'est une technologie tellement différente. Là, le machin, en fait, c'est un rond. T'as le truc en triangle et t'as du coup 3 zones d'explosion. C'est ça, Et donc ça... il y a 3 chambres de combustion en mouvement. C'est vrai qu'on verra la partie conduite, mais quand ça veut, ça prend énormément de tours et puis t'as un bruit c'est un bruit particulier. Et ça, c'est beau. Je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être passer à la partie conduite. Alors, tu vas nous faire un petit démarrage moteur pour voir ce que ça donne. Voilà, donc déjà ça démarre, c'est déjà pas mal. Alors, t'as modifié les pots comme tu l'as dit. Vas-y, donne un coup. Ah, ça démarre. Encore une fois des petits pops. Ah, c'est pas mal, c'est mignon, c'est mignon. Bon, là pour ce voyons voir, je ne conduirai pas. Le propriétaire n'accepte pas, ce qui est, voilà, c'est pas grave du tout, hein, je serai passager comme un crâne. Voilà. Voilà, je pourrais pas vous dire mes ressentis en conduite, mais c'est beau, c'est beau. Donc c'est une boîte combien? C'est une boîte 5. Boîte 5 vitesses. Ah dommage, on n'a pas la 6. Ça gueule sur autoroute? Ça va. Ça va? À 130, c'est supportable. Je ne ferai pas 3 heures de route, tu vois, mais pas, c'est supportable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version 192 chevaux, c'est une boîte 5, alors que la version 231, c'est une boîte 6. Après, les deux boîtes ont leur propre spécificité. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, la 5e de la boîte 5 est plus longue que la 6e de la boîte 6. Donc, normalement, sur la 192, le rupteur il a 7005. Mais avec une petite cartouche, j'ai mis le rupteur à 9000 tours minute. 9000. Parce que du coup, vu que j'ai pu mettre les paliers 231, je peux prendre plus de tours. En fait, tu atteins tout simplement le bout du compteur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est juste pour avoir au moins le bout du compteur. C'est plutôt insonorisé à l'intérieur. Par contre, t'as des freins, mon pote. Ah, t'étais à 6005 là. J'étais à 8000. 8000 Oui. Putain, hey. Franchement, c'est assez linéaire. C'est agréable à l'oreille en tout cas. Puis tu sens que putain, le machin il tourne à 8000, hein, tu le sens, hein. Enfin tu l'entends surtout. Souvent les personnes ils considèrent ça plutôt comme le son d'une moto. Ou une moto, ouais. Les motos ont des régimes moteurs très très haut placés. Bah tu vois au final à l'arrière, bah, c'est pas mal. Hein. Les appuis-têtes prennent pas beaucoup de place. On a une belle visibilité. Pour dire que c'est, on va dire, une voiture avec une carrosserie plutôt intéressante, plutôt sportive, dynamique, avec théoriquement des faibles surfaces vitrées. Mais là ça va. Comment tu la trouves la boîte? Alors la boîte, alors ce qu'il faut savoir sur ce véhicule, c'est que la boîte est suspendue par le moteur et par le pont arrière. Mais il n'y a pas de support de boîte. Ok. Donc du coup, il y a un angle, je ne sais plus le nom, où en fait il faut bien regarder l'alignement de boîte. D'accord. Pour ça, si les vitesses crochent, il faut regarder si les supports moteurs sont pas foutus.
si il n'y a pas un souci au niveau du pont arrière. Même pour changer des rapports, tu te poses des questions, quoi, si ça va tenir ou pas. Et c'est dingue cette voiture. En soi, j'ai pas eu de souci, j'ai juste eu le problème du support moteur droite, parce que tu as tourné par là. à cause du collecteur de l'échappement, c'est bon. Il chauffe et du coup il s'affaisse plus vite. Ouais. Donc du coup je l'ai changé et depuis les rapports passent beaucoup. D'accord. C'est assez fluide. C'est vraiment du beurre. La course, et puis encore, du levier. La course elle est vraiment assez courte. Elle est courte, ouais. J'ai l'impression. Et on peut la faire encore plus courte. Regardez les amis. Nous avons une copine, une Mazda 3 version sport. Ça c'est rare ça. Voilà. MPS. MPS. Là tu vois, tu es à demi-tour. Bon, tu sens quand même que tu as changé de peau. tu l'entends un peu, mais c'est pas casse-oreille quoi. Là. On va sortir de pont de droite, tu auras une belle ligne droite. Est-ce que avec ce moteur rotatif, tu as des temps de chauffe respectés? C'est très important les temps de chauffe. Parce que Okay. les joints, donc on appelle ça les O-rings, ouais. Ils détestent ça. Et vraiment, le temps de chauffe c'est le plus important, surtout jusqu'à que l'huile soit chaude. Ok. Et même c'est un moteur qui déteste la surchauffe. Ah ok. Est-ce qu'il surchauffe facilement? Alors si le véhicule est d'origine, à cause des bouchons etc, oui. Ouais. En soi en roulant, si on roule normalement, il y a très peu de risque que le moteur surchauffe. Oh bah ça, c'est le principal j'ai envie de te dire. Et la direction, comment tu la trouves? Alors la direction, c'est une direction assistée en électrique. Électrique. Du coup okay. c'est vraiment du beurre. Ouais, tu tournes avec un doigt. On sent que c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'on sent moins. Tu sens pas la route, enfin tu voilà, sens moins la route. On sent moins les aspérités de la route comme si c'était une hydraulique. Ok. J'aurais préféré. D'accord. Mais bon. Parce que ouais, celle-là c'est plutôt une direction type ville très confortable. Voilà, c'est vraiment ça. Mais sur la conduite sportive, parce qu'il n'y a pas de mode sport hein, là-dessus. Non, il y a zéro mode Bah sport. en fait, t'as une direction souple alors que tu veux prendre des virages à fond. C'est ça. C'est un peu chiant. Tu te mettras à fond de 2. Je vais simplement la dépasser. Ou alors simplement dépasser. Ça a du mal quand même. 7000. Et puis t'as le petit bip sonore. Oh putain, quand tu l'as fait cravacher. Niveau tenue de route, t'es comment? Alors franchement, c'est un bonheur, mais sans nom. C'est un bonheur sans nom. La répartition du poids est monstrueuse. Ouais. On sent l'autobloquant, mais qui fait son travail mais à merveille. Elle a un autobloquant dynamique. D'origine. D'origine en plus. Ouais, tu sens que t'as pas peur dans les virages quoi. Bon, il faut pas non plus aller trop loin. Voilà, non mais faut pas défier la loi de la gravité, mais. Et voilà, le petit virage là. Voilà, on l'a pris à 70. Parce que c'est des freins à combien de pistons? C'est des simples pistons comme on Simple piston, oui. d'accord. La voiture elle pèse combien? Si ma mémoire est bonne, 1 tonne 365. Ça va, c'est pas énorme. Donc t'as dit que t'avais fait une modif moteur, enfin l'ancien propriétaire a fait une modif moteur qui l'a poussé à 210 chevaux, c'est ça? Non, alors du coup c'est juste alors, la cartographie du moteur, donc Ucars que j'ai cité précédemment m'a fait une cartographie. Une cartographie dite fiabilisation, qui comprend du coup le décalage du réducteur, donc ça c'est juste du fun, mais du coup il déclenche les ventilateurs moteurs plus tôt, d'accord, pour que d'origine les ventilateurs ils se déclenchent à 104 degrés, ce qui est beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. Et là il les a mis à 95 degrés. Ok. Il injecte plus d'huile dans le moteur, donc certes on consomme un petit peu plus d'huile. Parce que ça, au fait, c'est un moteur qui bouffe de l'huile carrément. Ça, de base. En fait, le moteur il brûle de l'huile pour son fonctionnement. C'est pas genre prévu d'origine. C'est pas genre 1 litre pour 1500 km?
Moi c'est à peu près ça. Donc après tout dépend si on tire beaucoup dessus ou pas. Parce qu'en fait, dès qu'on dépasse les 4000 tours minute, la MOP, donc la pompe à huile, qui gère l'injection d'huile dans les moteurs, s'active plus que sous les 4000 tours minute. D'accord. Donc tout dépend si on roule tranquillement. Par exemple là je suis à 2500 tours sur un filet de gaz. Ouais. J'injecte très peu d'huile. Mais dès que je dépasse les 4000, là on commence à mettre beaucoup plus d'huile pour lubrifier justement les ou sinon au niveau de la consommation. Alors, longue histoire. Alors niveau de la consommation, donc lors du rodage, donc sans dépasser les 4000 tours minute, je faisais approximativement du 12 litres au 100. Oh putain de j'ai réussi à tomber à 10 litres 6. Et t'es chaud, 10 litres 6 t'es chaud. Mais vraiment en faisant très attention. Ouais. C'est énorme, 10 litres 6. Mais là depuis la sortie du rodage, 20, 18 alentours, du 18 litres au 100. C'est énorme, ça consomme presque autant qu'un V8. Tu vois les gosses, là il y avait des gosses, tout le monde regarde, c'est une voiture tellement atypique. Ah, ça résonne de fou à l'arrière. Ouais. C'est un truc de malade. C'est pour ça que vraiment, donc voilà, à 110, je suis aux alentours des 3000 tours minute. Ouais. Et c'est supportable, mais pas non plus 3 heures. Ouais. Et par exemple, à 130, là bon, je suis à 3005, voire un petit peu plus. Et là, ça commence à être. Au bout de 4 heures, t'es fatigué quoi. Après, c'est surtout quand on dépasse les 6000 tours. Ouais. Oh là là. Putain, il tire le con. Oh. Mais vraiment, le son du rotatif. Ah, le son du rotatif, il est incroyable. C'est vraiment quelque chose de très atypique. Et... C'est, ouais. Bah, je sais pas si vous l'entendez, vous, dans la vidéo, mais putain, comme ça, depuis les oreilles, c'est un bonheur. On peut voir l'aiguille qui monte. La petite alarme. Ah, c'est impressionnant. Puis la pression de vitesse est présente quoi, parce que t'es au final assis beaucoup plus bas qu'une berline ou qu'un SUV, forcément. Mais aussi le son du moteur qui devient de plus en plus fort, de plus en plus rapide, ça donne aussi cette impression de vitesse. Alors pour dire que ça a 200 chevaux, je vais pas dire que ça en fait plus. Il n'y a pas de turbo. Il aimerait bien en mettre un jour ou l'autre peut-être. Je me dis si jamais je dois ressortir le moteur, autant mettre un turbo. Ouais. Ils font des kits préparés. Par exemple, si je prends le kit de Grady, ils ont un kit complet à 100% plug and play pour mettre un turbo sur ce 13B. Je pense que ça peut être nécessaire. Parce que voilà, bon là c'est atmosphérique, donc ça prend des tours, mais ça met longtemps à prendre des tours. T'as pas le coup de nuque dans la tête, mais t'as l'ambiance du son, ça fait tout sur cette RX8. Jeune frein, tu fais beaucoup de freins à main, des travers de porte comme on dit? Soit mon frein à main n'est pas bien réglé, mais j'ai beau le tirer, ça fait rien. Il ne bloque pas. Oh merde. Mais par contre, on va pas se le cacher, sous route mouillée, elle part très bien. D'Ivoire, c'est une propulsion? Oui, c'est une propulsion, une full propulsion. Ça fait flipper sous la pluie? Franchement, si on roule normalement, il n'y a pas de crainte. D'accord. Vraiment, les propulsions, si vraiment on roule normalement et gentillé, il n'y a pas de crainte à avoir. Et toi, parce que tu as déjà forcément conduit des tractions, est-ce que tu as une vraie différence de sensation avec une propulsion? Ah ben franchement, niveau sportivité, une propulsion, c'est magnifique. En pleine courbe, on met gaz, le cul de la voiture s'affaisse et on prend encore mieux le virage. Alors que si on fait ça avec une t'as le train avant qui se balade quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment... c'est vraiment une autre manière de conduire, c'est une autre manière d'appréhender la route aussi. Mais quand tu conduis normalement, tu sens pas la différence avec une traction, quoi. Pas forcément. Vraiment, si je conduis normalement, non. Ok.
Alors, je sais pas si on peut te suivre sur Insta. Oui. Ouais, si vous voulez. Mon Instagram dans la description de la vidéo. Pas de souci. Et ben Ça voilà, sera je vous mets pour tout le monde. Voilà, je vous mets l'Insta en vidéo si vous voulez suivre un peu les aventures de la RX8 parce que tu postes quand même des. Oui, Ouais. je poste des stories en lien avec les rassos, etc. Voilà. ou des autres choses en lien avec les. Voilà, les donc voitures. il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous adorez ces véhicules, bah, foncez aller le voir. Quant à moi, bah, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, likez-la, voilà, et commentez-la si jamais. Mais c'est vrai que c'est une voiture qu'il fallait que je la filme parce qu'elle est très atypique, ça c'est sûr. Et c'est pas une Clio, on n'en voit pas à tous les coins de rue. C'est ça. Bon, eh ben, je vous dis pour une prochaine. Allez, c'est ciao.